Make the booty bounce on the dance floor. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le débrief du Tour de Lombardie, dernière grande course cycliste de l'année, de la saison. Il n'y a pas eu trop de vidéos ces derniers temps. J'ai eu quelques petits soucis de santé la semaine dernière. Voilà, rien de bien grave les amis. C'est pour ça que c'était bien calme. Voilà, on va revenir fort, inquiétez-vous pas. C'est pour ça que aussi la vidéo sort en retard. Il y a eu aussi un peu du dégoûtage au football par exemple. Bon, il y a eu du changement, c'est pas le sujet dans cette vidéo. Donc attardons-nous sur cette course cycliste qui est pour l'histoire cette édition 2022, puisque comme vous le voyez derrière, on va rendre hommage. Cette vidéo est dédicacée à ces deux qui arrêtent leur carrière après cette course. Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde, tout comme Michael Nieve aussi qui a malheureusement abandonné, et peut-être Domenico Pozzovivo lui aussi, il hésitait, et c'était peut-être sa dernière course. Voilà. Donc rendre hommage à ces quatre-là, où c'était leur dernière course. Une pensée pour Philippe Gilbert qui faisait le Paris Tour comme dernière pour sa grande carrière. Voilà, allez, découvrons tout de suite le programme de la vidéo. Donc en premier, nous allons voir le profil, en deuxième, le point historique, troisième, l'analyse dans l'ordre chronologique, donc ça fera office de résumé, et puis à la fin, le classement final avec le podium et tout ce qui va autour. Allez, c'est parti. Le profil de ce Tour de Lombardie, Pierre Gamme, court en inverse comparé à l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. On aura un dénivelé aujourd'hui de 4949 mètres. De dénivelé positif, du coup, on aura beaucoup d'ascension en début d'étape, avant un passage plutôt plat et de repos, disons, enfin un moment pour souffler pour les coureurs, puisque ça va être d'enfer d'entrée, avant un final lui aussi d'enfer avec la double ascension de Fermo della Battaglia et du Civiglio, entre cette double ascension, la Madonna del Ghisallo. Souvent juge le paix de ce Tour de Lombardie. Là, c'est un peu loin de l'arrivée, même si on peut tenter. On sait ces derniers temps qu'il y a des coureurs qui commencent à tenter, comme à l'époque des Bernardino, etc., de plus loin. Je dis ça, je dis rien. Et donc, on va s'attarder un peu plus sur le final de ce Tour de Lombardie. Le Civiglio, 4,2 km à 9,7% de pente moyenne, dénivelé positif de 406 mètres. On aura un passage dans le final à 14% de cette ascension. Voilà. Pour ce qui est de la dernière ascension du jour et de l'avant-dernière, San Fermo della Battaglia, c'est une 2,7 km d'ascension, 195 mètres de dénivelé positif, 7,2% de moyenne, mais les passages à 10% dans le final, avec ce qu'on s'est déjà pris dans les pattes précédemment. C'est le juge de paix de cette épreuve cette année. Voilà. Et puis la descente vers l'arrivée, on va passer sur la ligne une première fois, on va dire au passé. C'est un circuit à la fin. Donc voilà, en plus, bon, après, il y a la descente quand même avec le juge de paix. On voit cette descente de 2 km à peu près, qui a varié à moins 6,2%. C'est assez pour pouvoir récupérer un peu de temps, même si c'est pas non plus extraordinaire. Donc ça peut, s'il reste 10 secondes et encore à vous boucher, mais ça risque d'être compliqué, surtout avec l'état de fraîcheur. Alors les amis, découvrons les points historiques. Il y en aura 3 pour le prix d'un aujourd'hui exceptionnellement. Vous allez comprendre pourquoi. Découvrons le premier. L'édition 2012, courue sous une pluie battante, avait vu la victoire de l'Espagnol Joaquim Rodriguez en solitaire. Lui qui va, lors de l'édition suivante en 2013, doubler la mise et conserver son titre en s'imposant en solitaire. Dernière édition, c'était en 2021 et avait vu le prodige slovène vainqueur sortant et double vainqueur maintenant, Tadej Pogačar lever les bras au sprint devant Fausto Masnada, au sprint. C'était tous les deux au sprint, comme aujourd'hui avec Michael Landin. Les amis, donc analysons ce dernier grand monument de l'année, la classique des feuilles mortes.
Allez, en ordre chronologique, c'est parti. Donc, on va avoir un début de course tout à fait normal à ce qu'on s'attendait. Voilà, un peloton qui va filtrer quand même certains coureurs qui vont vouloir prendre l'échappée. Oui, on ne veut pas non plus que de grands favoris ou de outsiders assez forts puissent s'échapper et que ça cause quelques problèmes. Il y aura quand même quelques petits éléments pas classiques du tout, surtout de la part d'équipes pouvant être des équipes de leaders. On voit l'équipe Lotto Soudal au début de la course très remuant, voulant placer un homme à l'avant. Ça peut être un point d'appui dans le final, ça peut être intéressant, surtout qu'avec les grosses côtes, etc. qui arrivent, c'est important. Mais il n'a malheureusement pas pu placer cet homme à l'avant. On voit Labora aussi vouloir mettre un homme à l'avant, un favori, qu'on aurait pu dire favori, c'est Alexander Vlasov. On se dit à ce moment-là, le russe, s'il veut se glisser dans l'échappée, c'est qu'il ne se sent pas en top forme et qu'il ne pesera pas sur cette course. Il n'a pas réussi, donc il est dans le peloton, mais ça peut être, à mon avis, pour ses concurrents, une bonne nouvelle pour eux. Pour lui, malheureusement, non. On a moins à s'en occuper, même si, attention, on ne sait jamais. Donc, classiquement, 32 km de course, enfin, l'échappée est construite. Voilà. Et puis, on va avoir la bataille. On va avoir le peloton qui va aller à un rythme de croisière avant de se mettre à rouler au kilomètre 57 sous l'impulsion de l'équipe Movistar qui va vite recevoir du renfort avec l'équipe du vainqueur sortant Tadej Pogačar, Team Emirates et l'équipe du vainqueur sortant du dernier Tour de France, notre ami Jonas Vingegaard, pour une de ses grosses courses de reprise. Il a fait le Tour de Croatie et le Tour d'Émilie, mais c'est vraiment la grosse course de reprise avant les vacances, la Jumbo-Visma. Donc, sous l'impulsion de ces trois équipes de leaders, le peloton va laisser maximum 5 minutes d'avance à l'échappée. C'est quand même un assez gros écart, mais un écart aussi qui est pas très conséquent pour pouvoir réussir à aller au bout dans cette échappée. On va voir d'ailleurs tout de suite qu'au kilomètre 90, l'écart va même se stabiliser autour des 3 minutes et va même descendre à 1 minute 30 à peu près. On se dit pour les équipes de favoris, attention à ne pas rentrer trop tôt sur l'échappée et ne pas s'exposer à des contres et devoir s'employer assez fort. Et avec la fatigue qui s'accumule, ça peut ne jamais revenir. Voilà. Donc attention, on le dit pour des courses à l'étape sur le Tour de France, etc., quand on veut gagner l'étape, surtout sur un sprint massif, et là c'est pareil dans les classiques. Kilomètre 120, l'échappée, il y a la fatigue, il y a déjà 130 km de course, avec beaucoup de difficultés d'entrée sur ce parcours qui a été très ultra modifié, on l'a vu tout à l'heure, comparé aux années précédentes, et l'échappée va péter, il faut le dire. Donc, kilomètre 176, les grosses manœuvres commencent dans le peloton avec le début des grosses ascensions et l'accélération de l'UAE Team Emirates et de la Movistar dans le peloton. Et donc, qui condamne l'échappée à 185 km de l'arrivée. Il en reste 71 et on va voir Ineos Grenadier, cette équipe, comme d'autres équipes d'ailleurs, qui s'étaient cachées à l'arrière, comme la Deceuninck par exemple, Labora, qu'on n'aurait pas vu, ces équipes de favoris ou d'outsiders, qu'on voit enfin, en tout cas l'Ineos et Pavel Sivakov dans la Madonna del Ghisalo. Mais ça ne va pas durer longtemps puisque Jumbo va vouloir reprendre les choses en main et montrer qu'elle est là. Je me serais peut-être reposé un peu, sachant qu'on a bien roulé, c'est peut-être pas très intelligent de la part des Jumbo. Et puis ça laisse du coup, ça montre aussi la stratégie des Néos, c'est d'essayer d'organiser tout ça. C'est un peu mal joué de la part de Jumbo, je trouve, de vouloir vite renterrer Néos et de se remettre à l'avant. Donc certains favoris outsiders, comme je vous l'ai dit, sont oubliés. C'est pas que les équipes, c'est aussi les favoris. Alaphilippe, Matej Moric, par exemple. On peut se demander si c'est du bluff. Alors si c'est du bluff, ils n'ont plus trop de coureurs autour d'eux, il faudrait peut-être en garder parce que s'ils sont exprès lâchés, il va falloir peut-être rentrer. Et si on se retrouve dans un groupe qui ne veut pas rouler ou qui ne peut pas rouler, ça risque de pas rentrer. Mais on ne pense pas que c'est du bluff, vu par exemple la forme d'Alaphilippe pour lui, en tous les cas, on sait que c'est pas du bluff. Voilà.
même si on l'aurait espéré, nous Français. Kilomètre 223, l'accélération dans l'avant-dernière difficulté du jour de l'UAE Team Emirates, Marc Hirschi, le peloton pète. Voilà, et d'ailleurs, Jonas Vingegaard est condamné, Romain Bardet, etc. Donc quand je disais que le Jumbo aurait dû plutôt se contenter de se reposer et laisser faire un peu Ineos quand ils ont voulu rouler, c'est bien pour ça. Et donc, c'est pour ça que c'est une mauvaise stratégie, c'est bien pour ça parce qu'on s'est fatigué et on n'a pas pu ramener Vingegaard. On a fatigué aussi Vingegaard au lieu de le protéger. Alors, le peloton est cassé. Borans-Gros, eux, vont aider venir au renfort de l'UAE et va accélérer. C'est pas non plus super bien joué, puisque de toute façon on placera personne dans les trois de devant qui vont s'échapper avec l'attaque du vainqueur sortant, Tadej Pogačar, suivi par Mikel Landa et Enric Mas, qui ont été très vigilants et qui ont sauté tout de suite dans les roues. Donc après cette attaque de Tadej Pogačar au kilomètre 233 et que Mikel Landa et Enric Mas ont sauté dans sa roue, ça va assez bien collaborer, même si Mikel Landa fait l'élastique, on le voit qu'il n'est pas frais du tout. Oui, il manque de la fraîcheur en fin d'année, surtout qu'en plus certaines équipes, comme ils ont dit sur Eurosport très justement, il y a beaucoup de coureurs qui ne veulent pas y aller par manque de fraîcheur, parce que aussi c'est une course pour les costauds, pour les grimpeurs et les excellents punchers, et donc on fait les fonds des tiroirs. Et puis il y en a, ils ne se sont pas fait non plus comme objectif, ils ont juste été parce qu'ils n'avaient pas le choix, c'était le choix de leur directeur sportif. Peut-être que Landa en faisait partie, je ne sais pas. Voilà, Landa fait l'élastique, il va vouloir espérer que ça se regarde Pogačar et Enric Mas pour pouvoir rentrer, c'est ce que ça va faire hein, souvent, il va réussir à rentrer comme ça. Il va d'ailleurs faire la descente, et, mais attention car à jouer à ce petit jeu, à se relayer, à ne pas à se regarder, et surtout qu'Enric Mas ne pas relayer Tadej Pogačar, on s'expose à que ça rentre derrière, surtout que il y a eu des Carlos Rodriguez, des Romain Bardet qui ont essayé de revenir. On est revenu à moins de 30 secondes à un moment. On peut perdre la victoire finale ou au moins le podium là-dessus. Attention, surtout pour l'Espagnol. On peut se dire qu'avec Landa, même s'ils ne font pas partie de la même équipe, ils vont peut-être s'entraider. Non, c'est un peu chauvin ce que je dis, mais voilà. Et puis, au kilomètre 246, on a moins de 10 km de l'arrivée, on est dans la dernière ascension, Pogačar accélère, en voyant que derrière c'est en train de rentrer. Bon, ça a suivi derrière. Enric Mas va attaquer lui aussi à son tour, rattrapé par Pogačar. Landa, c'est terminé là réellement. Et puis Pogačar va le contre-attaquer. Alors on se dit à ce moment-là, terminé. Oui, mais attention à ne pas se regarder dans le final quand même. Puisque dans le dernier kilomètre, c'est resté 500 mètres, je pense que Landa pouvait revenir. Alors, dans ce dernier kilomètre, on va voir Tadej Pogačar faire le poisson pilote pour Enric Mas. Alors même si c'est le plus rapide au sprint et assez largement, attention quand même, il y a les têtes fraîcheurs qui comptent. Et puis il y a la stratégie aussi, attention, donc si Enric Mas va être dans l'inspiration, bon, pas de difficulté pour Pogačar qui va s'imposer, qui va même laisser pour le fun, pas prendre trop de longueur d'avance pour laisser Enric Mas sur la photo. Petite plaisanterie, et voilà que Tadej Pogačar devient le premier coureur à doubler la mise depuis 2012-2013. Joaquim Rodriguez, ça faisait 9 ans. Petite info course, 40 km/h de moyenne. Le top 10 de ce Tour de Lombardie 2022, victoire de Tadej Pogačar en 6h21, 22 secondes. Dans le même temps, Enric Mas, juste derrière à 10 secondes, Mikel Landa, donc un doublé espagnol sur le podium. Higuita de la Bora à 52 secondes, et retrouve encore deux Espagnols, Carlos Rodriguez et Alejandro Valverde, qu'on peut applaudir pour sa grande carrière, juste derrière 52 secondes et 1,24. Lui, Valverde qui va se permettre de faire un petit dernier sprint en comité, qui va lancer de loin comme ces derniers temps en petit comité, avec Bauke Mollema et 7e, et nos deux Français 8e et 9e, Willy Mola, Romain Bardet, et pour finir un Britannique, Adam Yates. Voilà, Bardet qui s'est battu au Romain pour pouvoir essayer de revenir à la fin, mais bon, ils étaient déçus, nos Français, eux-mêmes, de leur prestation. On sait qu'ils se mettent souvent la barre assez haute. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu.
On va remercier les légendaires coureurs qui nous quittent sur cette saison. Je le répète, d'ailleurs je vais afficher en même temps que je parle une petite photo. Alejandro Valverde, notre ami aussi Vincenzo Nibali, Rocan Messine, Michael Nieve, Domenico Pozzovivo qui a eu une belle fin de carrière surtout. Plus il vieillissait, plus il était bon comme le bon vin. Et puis Philippe Gilbert aussi, mais qui seront, je pense, reconvertis pas loin du vélo. Allez, bonne fin d'année pour le vélo, puisque c'était la dernière grande course. On se retrouve l'année prochaine pour un gros programme. Et puis un bon mercato aussi. Les emmerdes en étant poli commencent, puisque il va y avoir les négociations. Allez, Kishel Pali, à la prochaine, salut!